chers invités. L'intitulé donc de mon intervention résulte donc d'une réflexion sur la responsabilité de la communauté internationale face au génocide entre déni, équilibrisme mémoriel et concurrence victimaire. Trois postures que j'ai identifiées et qui corroborent un peu, je dirais, ce qui a été dit par le collègue Christophe Roveillard sur, d'une part, l'ambiguïté et la non, je dirais, clarification du concept même de génocide, d'autant plus que le concept d'intentionnalité lui-même est tout à fait équivoque, puisqu'il donne lieu parfois à des, je dirais, jurisprudences extrêmement foisonnantes et contradictoires de la Cour internationale de justice et d'autres tribunaux spéciaux qui ont été créés à l'effet de siéger en fait sur des faits de génocide, ce qui ne facilite en fait pas la chose concernant, je dirais, une interprétation fluide et claire de la notion de génocide qu'on oppose souvent aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité. Le terme de génocide, je dirais, est un des concepts, lorsque vous avez face à vous une littérature scientifique, juridique, sociologique, anthropologique et même éthologique d'un concept, on voit que c'est un des concepts les plus sensibles et en même temps les plus galvaudés qui existent. Ce concept revient dans l'actualité périodiquement sur le devant de la scène médiatique, souvent dans le cadre d'événements commémoratifs, de politiques mémorielles ou même de polémiques quant à sa reconnaissance ou aux responsabilités qui y sont liées. On verra plus loin de mon exposé l'importance de la temporalité, du temps, dans la qualification des génocides, à savoir des temporalités qui sont diverses, qui sont relatives d'une part à l'identification, puis à la reconnaissance politique et judiciaire d'un génocide. En effet, il ne faut pas oublier qu'au moment même où l'on parle aujourd'hui, il existe dans de nombreux, je dirais, dans de nombreux pays du monde des crimes de masse qui voisinent avec l'appellation de génocide. Et cela dans une parfaite indifférence de la communauté internationale et surtout lorsque ces crimes ne sont pas couverts par l'appareil médiatico-politique dominant. Ainsi, un génocide pourrait avoir lieu en ce moment au Soudan, selon Human Rights Watch, qui ont fait état en mai 2024, où des millions de personnes au bord de la famine au Soudan sont vouées à des crimes massifs. Ce même rapport confirme en fait que des civils de groupes de l'ethnie massalite ont été prises lors d'attaques qui pourraient constituer donc des crimes de guerre et des crimes de l'humanité. D'autre part, c'est tout à fait dans, je dirais, dans la lignée donc de cette indifférence médiatico-politique que l'on a assisté durant la dernière guerre azéro-arménienne en 2023, une nouvelle forme, je dirais, de mémoricide, de destruction d'un des plus vieux royaumes chrétiens d'Orient, puisque c'est la guerre en fait turco-azerbaïdjane s'est en fait soldée par l'expulsion et la déportation de 100 000 Arméniens de leur foyer, ainsi que la destruction systématique des églises et des monastères arméniens, ce qui ressemble à un mémoricide. Le mémoricide étant en fait je dirais, un dérivé de la notion de génocide. Les intervenants ont fait état de la destruction des monuments historiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mot a été créé par un historien français, Renan Scheher, en 1985, à l'occasion du génocide vendéen. En 2011, cet historien a publié donc un ouvrage intitulé Vendée du génocide au mémoricide, où il en donne en fait une définition précise, à savoir
qu'il s'agit donc d'un crime contre l'humanité qui consiste à concevoir, réaliser, être complice, tant dans la conception que la réalisation partielle ou totale d'une volonté ou d'un acte dont la finalité est de nier, de relativiser, justifier totalement ou partiellement dans le temps un acte premier de génocide. Plus loin, ce néologisme de mémoricide a été repris dans les guerres de Yougoslavie par le scientifique Mirko Grmek, qui lui adopte dans un article Mémoricide publié au Figaro une guerre comme maladie sociale et autres textes politiques. Donc la notion de mémoricide est bien présente et dérivée de la notion de génocide. On voit en fait sur le plan de l'actualité qu'à partir de 2021, 4 événements ont à mon sens remis au goût, en fait au focus de l'actualité, la notion du génocide. D'une part, la reconnaissance du génocide des Arméniens par l'administration américaine de Joe Biden, la parution du rapport Duclerc dans la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, les excuses officielles du gouvernement allemand pour son rôle dans l'extermination des peuples de Namibie, les Hereros et les Namas, qui est l'un des premiers, je dirais, génocides reconnus internationalement en 1904. Enfin, la condamnation du général Ratko Mladic par le TPI pour les génocides durant la guerre de Bosnie, parmi les plus connus, donc ce qu'on appelle le génocide de Srebrenica. On voit donc combien est long le processus, je dirais, de reconnaissance de certains génocides, tout comme l'illustre la reconnaissance du génocide commis par les Khmers rouges, qui intervient pratiquement 40 ans après. En 2018, ce tribunal, parrainé par l'ONU, a rendu un verdict historique contre le régime des Khmers rouges, qui a conduit à la mort près de 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. On a d'autre part évoqué, pour désigner une situation, je dirais, de génocide, des massacres de masse, de persécutions à grande échelle. On parle du génocide des Rohingyas en Birmanie, des Ouïghours en Chine, des chrétiens en Syrie, et même des animaux dans le cadre de l'élevage industriel. De sorte qu'il faudrait se poser la question, je dirais, de la légitimité de l'emploi exact du terme de génocide et de l'instrumentalisation parfois géopolitique et humanitariste de certaines puissances qui tendent à intervenir pour via donc en fait je dirais le discours humanitariste, cette volonté en fait d'imposer leur paix, je dirais, et leur vision du monde dans certains coins du monde qui, en fait, bien qu'ils aient souffert enfin, d'un certain nombre de crimes de masse, ont après souffert de plus d'une occupation qui est non soit peu militaire, politique et qui est délétère. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'instrumentalisation géohistorique et des motivations génocidaires et qui sont diverses. Il y a un large panel, une liste de motivations et de narratifs génocidaires qui vont en fait d'un certain nombre, je dirais, de narratifs confinant avec les uchronies, les panismes, le rêve des grandismes, des impérialismes, la pureté de la race. Le concept de race et d'ethnicité est extrêmement important dans la définition, je dirais, de l'intention et du processus génocidaire. Mais on voit aussi, à travers la littérature scientifique des génocides et des massacres de masse, que le génocide est aussi une question démographique. Et c'est la démographie qui, par conséquent, mobilise et une des modifications, une des, je dirais, motivations pour justifier l'extermination, ce qui a été bien sûr historiquement corroboré par l'idéologie nazie du concept de l'espace vital de Lebensraum, du géographe Friedrich Rasel, mais bien sûr, et à notre époque, il y a aussi des motivations pour certains, je dirais, groupes politiques et idéologiques, et même religieux, une volonté en fait de contenir une poussée démographique en exterminant la population. La reconnaissance du statut de génocide constitue, comme je l'ai dit, je dirais un acte post-factuel qui intervient très souvent après des années, donc voire des décennies de la découverte même du génocide. C'est pourquoi il s'agit d'un acte éminemment politique et judiciaire
évolutif, soumis à l'expertise, aux interprétations parfois polémiques et à l'exégèse politico-judiciaire. C'est pourquoi le temps génocidaire, le temps du génocide, n'est pas le temps du politique, ni le temps moral ou éthique, et encore moins ne correspond pas au temps judiciaire. En effet, l'identification des massacres de masse est soumise à des variables à la fois spatiaux, temporaires et opératoires. Et cette tâche est particulièrement difficile pour qu'un massacre tend à être perpétré lorsqu'il est perpétré dans le secret. Ainsi, la question, je dirais, de base qui se pose lorsqu'on veut faire une identification, une reconnaissance d'un génocide, il s'agit d'identifier donc les acteurs, qui a tué, qui peut témoigner, je dirais, de ce passé, donc c'est le témoin. On assiste donc à une triptyque du persécuteur, de la victime et du témoin qui constitue le triangle de base sur, je dirais, le massacre. Alors sur la temporalité génocidaire, on a bien sûr l'opposition entre la temporalité de la victime qui sort en fait du temps normal pour s'insérer dans le temps mort du bourreau. On a la temporalité, je dirais, du deuil, c'est-à-dire de l'après-génocide. Il y a toute une littérature extrêmement intéressante, teintée de freudisme, sur la transmission générationnelle du traumatisme, lorsque, je dirais, la collectivité elle-même, via donc la justice transitionnelle et les commissions de vérité et de fait, ne se sont pas confrontées en fait au passé traumatique. Il y a le facteur technologique et médiatique qui est extrêmement important. On voit que la rapidité et le perfectionnement des moyens d'information permet d'avertir quasiment en temps réel ce qui se passe dans le monde. Le génocide au Rwanda, annoncé des mois avant d'être perpétré, a ainsi pu être couvert, je dirais, en temps réel par quelques journalistes qui se trouvaient encore à proximité. Donc la technologie moderne ne fait que rendre cette simultanéité inquiétante, psychotisante, quand le fait d'être informé au jour le jour nous donne un moyen nouveau de voir et en fait de croire qu'on peut changer le cours des choses. Conclusion, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le facteur diplomatique et politique, qui, lui, est extrêmement important puisque la reconnaissance, l'acte de reconnaissance d'un génocide, qui varie entre le déni, parfois l'ignorance, la difficulté de comprendre, tout simplement, la difficulté d'avoir une expertise objective peut amener à une forme d'équilibrisme mémoriel. C'est le cas donc de pays qui reconnaissent au cas par cas, ils piochent un peu des génocides sur la carte du monde qui correspondent à leurs intérêts géopolitiques sans rentrer dans des considérations éthiques et morales. Tout ça, bien sûr, habillé avec toute une palette, je dirais, d'exceptions euphémisantes et relativisantes. Et puis, d'autre part, il y a aussi une volonté d'établir pour, d'une certaine manière, compenser ce déni, je dirais, de reconnaissance d'un certain nombre de génocides avérés, d'établir des lois mémorielles. Alors les lois mémorielles, on en a une palette au niveau de notre Constitution. Beaucoup, je dirais, de lois mémorielles, c'était un peu le moment mémoriel qui a prévalu dans les années 90 après la chute du mur de Berlin, qui a imprégné pratiquement tous les gouvernements des ex-pays de l'Est. Le moment mémoriel qui était certes anticommuniste et nationaliste restaurateur au pays de l'Est, en Occident, le moment mémoriel, en fait, lui, est teinté d'un narratif mythologisant, antifasciste, qui aujourd'hui tend finalement, je dirais, par prêcher par excès, au niveau, je dirais, des différentes revendications, victimaires de la société et d'un certain nombre d'acteurs et du professionnel, je dirais, du marché victimaire et humanitariste. Et c'est sur cette base-là, donc, que je conclurai, à savoir même la légitimité des lois mémorielles. En effet, la reconnaissance juridique et politique des génocides et sa consécration dans les lois nationales et internationales
pose la question de la légitimité même et de la légalité de ces lois mémorielles. En effet, est-ce que le législateur peut se substituer à l'historien au niveau de la qualification de faits historiques? Les lois mémorielles peuvent-elles créer une concurrence des mémoires? En effet, aujourd'hui, nous assistons en fait à une forme de concurrence victimaire qui tend à changer le paradigme civilisationnel occidental, à savoir qu'on a une métamorphose, je dirais, de la notion du sacré, puisque selon le philosophe François Azouvy, qui a publié un dernier livre qui est très intéressant au niveau de ce changement du paradigme, du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré, il procède à une étude philosophique où il, en fait, élabore une thèse que la concurrence victimaire, la victime et le paradigme victimaire s'est substitué à celui du culte des héros, et cela, il le remet en question, en fait, ce paradigme, je dirais, à partir donc du culte des héros de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Il fait un diagnostic similaire à d'autres, bien sûr, philosophes tels que Pascal Bruckner dans son dernier livre « Je souffre, donc je suis ». Il s'en distingue diamétralement, bien sûr, mais il constate finalement que l'idéologie victimaire a entraîné une concurrence, une inflation des revendications, et que finalement, si tout est grave, rien n'est plus grave. Donc l'aboutissement de cette concurrence victimaire est aujourd'hui corroboré par la promotion dans les universités du mouvement wokiste, de l'idéologie de l'intersectionnalité, qui entend réécrire l'histoire dans un sens soi-disant progressiste, mais non plus moins racialiste et faisant table rase de l'histoire occidentale et du passé. Merci beaucoup.